et bienvenue. Allez, il est temps d'embarquer dans ce nouveau numéro d'Ushuaïa le Mag. Alors aujourd'hui, je suis sur les quais de Seine à Paris, un fleuve plutôt tranquille, peu de vagues, mais qui sait, les éléments pourraient peut-être se déchaîner. En tout cas, c'est ici que j'ai donné rendez-vous à Damien Castera, qui est un ancien surfeur professionnel devenu un aventurier responsable, car effectivement, le surf peut être un vecteur pour changer le monde. Mais tout de suite, place au sommaire. Cette semaine, dans Ushuaïa le Mag, je reçois Damien Castera, un surfeur engagé. Puis nous irons à la rencontre de Ryan Manser, un aventurier en solitaire qui a décidé de partager sa passion avec un amateur. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la Surfrider Foundation, une ONG engagée pour la protection des rivages marins. Enfin, le tuto restera sur la thématique du surf en nous disant comment surfer éthique sur le web. Damien Castera, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. On vous a extrait un petit peu de votre Pays basque natal pour vous faire venir à Paris. Mais vous voyez, on a gardé quand même l'eau comme élément rassurant. Ça va? Vous vous sentez bien? Je me sens bien. Bon, ça va, c'est le principal. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire. Parce que je crois que vous êtes venu au surf finalement assez tardivement, dans votre enfance. Mais avant cela, en revanche, le goût du voyage, lui, il est venu très tôt. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est passé surtout avec mes parents qui m'ont transmis très tôt l'amour de la mer et de la biodiversité. On a passé entre 10 et 12 étés quand j'étais petit sur les côtes sauvages de Galice. Donc j'ai passé beaucoup de temps au milieu du granit et des forêts de laminaires, donc toutes ces algues marines. Et c'est vrai qu'avant de commencer le surf, j'ai donc commencé par la plongée, puis par la chasse sous-marine parce qu'on se nourrissait du poisson qu'on attrapait. Et donc très tôt, j'ai eu cet amour de la mer. Mon père avait fait des études d'océanographie, donc je m'amusais à apprendre le nom des algues en latin, le nom des poissons. Ma maman plongeait beaucoup aussi, donc j'ai pu partager ces moments-là avec eux et avec mon frère. On dormait sous la tente pendant toute cette période, donc j'ai été ouvert à l'aventure, au bivouac, aux nuits sous les étoiles, et très tôt ça a été une passion. Est-ce qu'il y a également des livres, des ouvrages, des noms d'aventuriers qui vous fascinaient quand vous étiez enfant ? On va dire que j'ai commencé à être ouvert sur les beautés du monde avec le commandant Cousteau et par la suite avec Nicolas Hulot. Ça, c'était pour l'image. Et après, je suis très vite parti dans l'imagination un peu plus subjective avec les livres, les récits d'expédition. Et pourtant, avant de devenir aventurier, donc, vous avez été surfeur. Alors là, vous y êtes venu comment au surf? Ça, c'est l'appel des vagues quand on habite dans le Pays basque. Chez nous, en fait, on a le choix entre la pelote, le rugby ou le surf, en gros. Donc, le mieux, c'est de faire les trois. Mais le surf, j'ai un tonton qui est un des premiers surfeurs du Pays basque. Donc, très jeune, j'ai été dans la mythologie un peu des noms du surf, comme tous ces endroits comme Bali, qui étaient à l'époque des endroits très sauvages. Et puis, j'ai grandi un peu dans ces récits-là où mon oncle essayait de voyager pour rester dans l'été toute l'année, quoi. Donc l'hiver au chaud, il se fabriquait ses propres planches et puis c'était un peu l'esprit beatnik de l'époque, donc ça m'a assez attiré, cette espèce d'anticonformisme et de liberté. Et puis après il y a tous les copains qui s'y mettent, donc on fait pareil, on s'y met, et puis je suis passé de la plongée au surf, ça reste quand même dans le même élément. Oui. Enfin après, vous êtes quand même passé du surf en tant que loisir au surf en tant que passion, profession. Vous êtes devenu surfeur professionnel. Racontez-nous ces années-là. Ça s'est fait vraiment sans calcul, en fait. C'est une passion, donc on passe son temps dans l'eau. Au bout d'un moment, on se dit pourquoi pas participer à une première compétition, puis une deuxième. Au début, on n'est pas très bon, et puis petit à petit, quand même, se surpasser, ça donne envie. Enfin, c'est une motivation qui donne envie d'aller plus loin. Donc on en fait une, deux, trois, et puis un jour, il y a un résultat qui tombe, et puis deux, et puis on se dit pourquoi pas faire le tour européen, puis le tour mondial. Alors, vous avez quand même remporté une Coupe d'Europe, vous avez été 5e à un championnat du monde. Donc, vous avez quand même une belle carrière de surfeur professionnel. Est-ce que vous êtes déjà allé surfer en Afrique du Sud? Jamais. J'ai fait la Namibie juste au-dessus. Mais pourtant, il y a des vagues quand même aussi en Afrique du Sud. Il y a plein de requins aussi. C'est ça. Bon, alors moi, je vous propose qu'on aille voir justement le portrait d'un autre aventurier qui est justement sud-africain. Il s'appelle Ryan Manser et lui, il a décidé de combattre le blues du dimanche soir en devenant tout simplement aventurier. Au tournant des années 2000, on pouvait croire que tout ou presque avait été réalisé en matière d'exploration et d'aventures extrêmes. Des pôles glacés, des déserts brûlants, des jungles épaisses, l'homme en avait peut-être terminé avec l'exploration de nouveaux territoires. Le Sud-Africain Ryan Manser était pourtant convaincu du contraire. Depuis 12 ans, Ryan parcourt le monde en solitaire, par équipe ou en couple, en vélo ou en kayak, à travers des défis qui ont inspiré nombre de ses compatriotes sud-africains et qui ont fait de lui l'un des aventuriers les plus populaires du monde.
Une célébrité qui lui a permis d'embrasser une vie d'aventure qui se confond parfois avec sa vie privée et qu'il tente aujourd'hui de partager avec le plus grand nombre. Mais comment convaincre des anonymes de partir eux aussi en expédition? Peut-on s'improviser aventurier et dépasser ses limites? Le visage de Ryan Menzer, l'Afrique va littéralement le découvrir en 2006, lorsqu'il s'élance sur la selle de son vélo pour réaliser le tour complet du continent. Durant 24 mois, seul et sans aucune assistance, Ryan va dévorer plus de 37 000 km de route et traverser 34 pays différents à la seule force de ses mollets. Son odyssée va rencontrer un écho inattendu en Afrique du Sud, au point que Nelson Mandela demandera à le récompenser en personne pour cette performance inspirante pour les jeunes générations. On me demande souvent comment tout ça a commencé et ce qui m'a motivé à me lancer dans cette vie. C'est la sensation que nous ressentons tous le dimanche après-midi, quand on se dit qu'on a passé un week-end merveilleux, mais que demain on reprend le travail. Je n'étais pas un hippie, mais je pensais que ce n'était pas la manière dont je voulais vivre ma vie. J'ai décidé d'acheter un vélo, de quitter Cape Town et de rouler en essayant de rester sur la côte du continent africain. Et c'est ce que j'ai fait. Chacun de ces pays côtiers, chacun de ces petits centimètres, j'ai pu les parcourir. La route n'avait pas suffi à Ryan. Il lui fallait des défis plus grands et peut-être plus dangereux. 3 ans après le tour de l'Afrique à vélo, il devient le premier homme à réaliser le tour de Madagascar à la rame. 11 mois d'une solitude extrême au large de cette île-continent, et plus de 5000 km plus tard, Ryan gagne son pari et se fait une promesse: ne plus jamais se lancer dans de tels défis sans un équipier. Après avoir entraîné son épouse dans une traversée du Pacifique à la rame pour une lune de miel pas comme les autres, Ryan a fait équipe avec Dan Skinstad, un partenaire très particulier. Celui-ci est en effet atteint d'une paralysie cérébrale qui limite ses capacités motrices. Un handicap qui n'a pas empêché le duo de mener une aventure de 5 mois dans les eaux glacées de l'Islande et qui a fait naître une idée singulière. Pourquoi ne pas proposer à des anonymes de rejoindre Ryan dans ses expéditions extrêmes? En 17 ans d'aventure, je me suis toujours promis que j'offrirais à quelqu'un la plus belle opportunité imaginable. Pour ramer à travers l'océan, on a besoin d'argent, de beaucoup de savoir-faire et de l'expérience. Et j'avais réuni tout ça pour être enfin capable d'accueillir quelqu'un à bord. On recherchait quelqu'un avec du cran, du cœur, qui n'avait jamais eu cette chance auparavant. Et par-dessus tout, je cherchais la possibilité de pouvoir en tirer une belle histoire. Pour comprendre comment l'aventure peut s'inviter dans le quotidien d'anonymes, nous sommes allés rencontrer Ryan Menzer au Cap, à la pointe de l'Afrique du Sud. Ce matin, il est particulièrement tendu. Il assiste à l'un des derniers entraînements en piscine de Fana, le partenaire qui va l'accompagner dans sa prochaine aventure. Un équipier vraiment pas comme les autres. Il y a 3 jours, le jeune homme ne savait tout simplement pas nager. Ryan a rassemblé autour de Fana une équipe d'entraîneurs olympiques pour le préparer à l'aventure de sa vie. Accompagner Ryan dans une traversée de l'Atlantique à la rame. Un projet complètement fou qui a passionné l'Afrique du Sud durant des mois, depuis cette annonce publiée par Ryan sur toutes les chaînes du pays. Salut l'Afrique du Sud, c'est moi, Ryan Menzer. Tellement de gens me disent qu'ils veulent mon boulot, alors c'est l'occasion. On cherche un Sud-Africain pour me rejoindre en décembre pour traverser l'Atlantique à la rame. Je recherche une personne courageuse, mais surtout une personne motivée. À la suite de ce message, plus de 15 000 personnes répondent à l'appel de Ryan et s'inscrivent à des sélections hors normes. L'objectif, embarquer avec Ryan à bord d'un kayak de mer pour traverser l'Atlantique depuis les Canaries jusqu'à la Barbade. Pour cette traversée de près de 60 jours, où les 2 hommes ne pourront compter que sur eux-mêmes, Ryan ne cherchait pas un aventurier professionnel ni un sportif de haut niveau, mais plutôt une personne prête à se dépasser et au mental d'acier. Participer à cette compétition a été une première pour moi. Je n'avais jamais fait de kayak, jamais fait d'aviron, et je n'étais jamais allé au large avant ça. C'est un voyage qui va me faire découvrir quelqu'un en moi que je ne connais pas encore.
Je connais la terre, j'ai campé sous la pluie et sous la neige, mais je sais que la mer, c'est totalement différent. Donc j'attends de me retrouver dans cette situation nouvelle pour savoir enfin qui je suis vraiment. En formant ce duo inédit pour partir à la conquête de l'Atlantique, Ryan et Fana ne feront pas qu'inspirer d'autres aventuriers. Dans une Afrique du Sud encore très divisée, ils offriront l'image d'une nation ramant ensemble dans la même direction, au-delà de la couleur de peau, et transformeront leur aventure en symbole. En 2011, vous décidez d'arrêter la compétition. Quel a été le déclic, en fait, pour prendre cette décision? En 2011, ouais, c'était mes derniers championnats du monde. Et là, ça a vraiment mis le déclic. C'est-à-dire qu'on est parti en Chine, sur l'île d'Hainan, donc une île tropicale de la mer de Chine, où en fait, c'est une île très sauvage et assez magnifique, qui depuis 10 ans est devenue l'île des milliardaires et des hommes riches, des nouveaux riches en Chine. C'est une espèce de bulle spéculative sur l'immobilier. Donc on achète des immeubles entiers, les appartements sont vides. Et en même temps, on a un contraste entre ces grands immeubles qui sont construits très rapidement, donc un peu à la va-vite, et les peuples qui vivent là, les villageois qui étaient là depuis des milliers d'années. On a vu que le village qui était là avant a été expulsé de façon assez militaire. On m'avait demandé de suivre la compétition d'un point de vue sportif, et du coup j'ai ramené un article qui était fait sur le contraste justement entre cette nouvelle richesse et l'expulsion des villageois. Et c'est la dernière compétition à laquelle j'ai participé. Ouais. D'accord. Bon, et pour autant, vous n'avez pas décidé de raccrocher votre planche de surf. Là, vous avez décidé de garder le côté voyage avec votre planche, mais de partir à l'aventure cette fois-ci. Là, le but, c'était de partir beaucoup moins souvent, de faire, on va dire, deux gros voyages par an, mais en prenant le temps de rester sur place, de rencontrer les gens et d'avoir, en gros, une liberté totale, quoi. C'est une autre manière de voyager, c'est-à-dire que là, généralement, on prépare le voyage pendant des mois. On se documente, on lit, on vit le voyage, et puis après, il y a des récits ou il y a des documentaires. Donc c'est des projets qui sont passionnants sur plusieurs mois, voire sur une année ou 2 années. Vous cherchez des endroits où il y a de nouvelles vagues à explorer, mais aussi où la présence de l'homme, elle est elle est minime en fait. Ça, c'est un peu votre quête. C'est vrai que j'avais pour ambition de renouer avec des endroits très sauvages où il n'y a pas beaucoup d'humanité, parce que c'était pas ma priorité. C'était vraiment là, je voulais la nature, les ours, les orques et la nature sauvage. Depuis, donc, j'ai fait l'Alaska, la Patagonie et la Namibie qui était très sauvage et très peu peuplée. Depuis, je me suis tourné vers des voyages également sur le côté humain avec le Libéria et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où là, c'était plus l'approche presque sociale de certaines tribus. Voilà, en Papouasie, ils surfent sur des morceaux de bois. C'est exceptionnel de voir ça. Et au Libéria, ils ont toute cette démarche où, en sortant de 15 ans de guerre civile, il y a des villages où ils ont développé le surf. Et ça canalise un peu les jeunes, ça les fait participer à... La surfothérapie, un peu. Exactement, la surf-thérapie. Dans tout vos voyages, est-ce qu'il y a un paysage, par exemple, que vous retenez particulièrement? Une carte postale? Il y a l'Alaska, qui est vraiment quasiment mon plus beau voyage. J'y étais 2 fois 2 mois. Et en fait, il y a cet endroit où on surfe. Les vagues viennent se briser au pied du mont Saint-Élias, qui est une montagne qui culmine à 5884 mètres. Donc il faut imaginer cette forteresse de neige qui tombe dans l'océan avec les couleurs du crépuscule et les vagues qui se brisent, c'est magnifique. Et puis il y a des orques sur la plage, des orques dans l'eau. Et est-ce qu'il y a un sourire d'une personne que vous retenez de vos voyages aussi? On a vécu, je pense, le plus grand moment humain que j'ai vécu, c'était le Libéria. C'est une guerre qui a été très très violente, et une guerre ethnique qui est avec de la magie noire, avec du cannibalisme, avec beaucoup de choses qui ont laissé des séquelles dans le regard des gens là-bas. Et sur les murs partout, on voit que c'est un pays qui est meurtri et qui peine à se relever. Donc c'est vrai que quand on a pu partager des moments de bonheur avec le surf, avec ces enfants-là, c'était fantastique, vraiment. Il y a un sourire aussi que vous devez peut-être retenir, c'est celui du réfugié que vous avez accueilli chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé alors en fait? Comment ça s'est fait en fait tout ça? Il y a eu aucune réflexion là-dessus. Je suis la cause des réfugiés depuis longtemps. C'est quelque chose qui me touche. Et en fait, depuis que la montée du populisme est arrivée en Italie, ils ont fermé les frontières. Et nous, on est devenu une étape sur la route de l'exil au Pays Basque, parce que maintenant, on a beaucoup d'Africains qui traversent l'Espagne et ils passent par Bayonne. Quand on tombe sur un gamin de 16 ans qui est pas bien du tout, qu'est-ce que vous voulez? Vous le ramenez à la maison pour prendre une douche, pour prendre un repas chaud, et puis il est resté 3 semaines à la maison
avant que je trouve une famille d'accueil sur le long terme, parce que moi, je bouge Oui, souvent, vous bougez, donc vous êtes là c'est souvent, compliqué de ouais. le garder. Mais je le récupère une fois par semaine. Là, il est scolarisé et tout, donc c'est super. Ouais. Ça a été très vite pour lui. Ouais. Oui, bien comme quoi, on n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour donner de soi, pour agir. Alors justement, ici, Damien, à Paris, il y a l'association Surfrider Foundation, eh bien, qui œuvre pour limiter la présence de déchets plastiques qui, après, pourraient se retrouver dans l'océan. Eh bien, c'est le sujet d'Olivia, il marche pour la planète. Dans Il marche pour la planète aujourd'hui, une association qui a été pionnière en matière de protection des océans, Surfrider Foundation. En étant plus près de la mer, les surfeurs ont compris très tôt qu'il fallait agir. C'est ainsi qu'est née en 1990 cette organisation européenne. Elle est aujourd'hui présente dans 9 pays du continent. Elle mobilise et sensibilise les citoyens. Pour savoir comment elle agit concrètement, nous avons rendez-vous avec Lionel, l'un des 1700 bénévoles qui agissent au quotidien pour l'ONG. Bonjour Lionel. Bonjour Olivia. On va revenir sur 3 des grandes missions de Surfrider. Et la première, et c'est un peu le nerf de la guerre, c'est la gestion des déchets aquatiques. Ouais, les déchets aquatiques, c'est un vrai fléau puisque 80% des déchets qu'on retrouve dans l'océan viennent de l'intérieur de terre, donc tout se joue même dans les villes. Et donc pour ça, Surfrider Foundation a créé un programme qui s'appelle les Initiatives Océanes. C'est un programme, en fait, un site internet, initiativeocéane.org, sur lequel on peut déclarer une collecte de déchets. On peut recevoir du matériel comme des gants, des sacs poubelles, et ensuite on part faire sa collecte de déchets. À la fin, on trie et on compte les déchets, et cela permet d'alimenter une base de données européenne de déchets, ce qui nous permet d'avoir un bilan environnemental et derrière d'agir sur les pouvoirs publics. C'est comme ça, par exemple, qu'on a pu faire interdire le sac plastique à usage unique en sortie de caisse depuis plus de 2 ans maintenant. Et pour qu'on puisse tous agir chacun à notre niveau, à vos côtés, vous avez lancé il y a quelques semaines une application qui s'appelle Ocean Zero. Ocean Zero, c'est une application très simplifiée qui permet à chacun de s'engager au quotidien via des petits défis. Donc un jour, on va décider d'arrêter la bouteille d'eau, le lendemain, on va décider d'arrêter les cotons-tiges. Chaque jour, on va pouvoir faire un petit défi qui va permettre de gagner des points. C'est une application qui répond en fait à une demande de citoyens qui disaient « bah oui, la planète va mal, mais qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Je ne sais pas comment m'engager. » Et bien là, c'est une réponse à cette demande et chacun peut s'engager vraiment au quotidien et changer son mode de vie et agir très concrètement pour aider à préserver l'océan. Autre point important de la mission de Surfrider, c'est l'information sur la qualité de l'eau. Oui, car la qualité de l'eau est en fait mesurée tous les ans uniquement pendant les périodes balnéaires pour essayer de repérer des pollutions bactériologiques. Mais en fait, nous, on la mesure toute l'année, notamment sur les zones de baignade et sur les zones de surf, pour permettre aux usagers d'être informés quand il y a une pollution bactériologique. On a plusieurs laboratoires d'analyse bactériologique, notamment un au Pays Basque et un à Marseille, et on fait en fait appel à des bénévoles qui sont des waterman testers, qui vont chercher de l'eau et qui les rapportent pour l'analyser. Et c'est ce qui va nous permettre d'informer ensuite les usagers de pollutions spécifiques. Surfrider est aussi la voix de l'océan. Expliquez-nous pourquoi. Une des missions principales de Surfrider, c'est de faire du plaidoyer et de travailler avec les institutions. C'est notamment grâce à Surfrider et d'autres partenaires de l'océan que nous avons pu inscrire le mot « océan » dans le texte de l'accord de Paris de la COP21. Sinon, il n'y était pas. Cette année, il y a des élections européennes. C'est important pour nous que les gens aillent voter et fassent entendre leur voix pour faire aussi entendre la voix de l'océan. Vous avez aussi un rôle d'éducateur et ça, c'est primordial. Oui, c'est très important. Nous avons une plateforme qui s'appelle Ocean Campus et dans laquelle on peut trouver énormément de ressources pour les citoyens, pour les instituteurs, pour les éducateurs. Et nous-mêmes, en tant qu'antenne, nous intervenons auprès des classes grâce à des bénévoles qui vont animer des ateliers auprès du jeune public. Le jeune public qui est très important car c'est eux qui représentent l'avenir et c'est peut-être eux qui derrière pourront sauver justement l'océan. Et oui, eh bien, un déchet en terre, c'est un déchet dans la mer. En fait, tout retourne à l'océan. Et d'ailleurs, ce trajet, c'est un peu le fil conducteur que vous avez pris pour faire votre série de documentaires Odyssea. Racontez-nous un petit peu le principe, cette série que vous faites avec Mathieu Crépel. C'est ça, ça fait maintenant 3 ans qu'on a construit ce projet avec Mathieu. Alors Mathieu qui est, lui, adepte de sport de glisse champion du monde de snowboard et représentant tricolore au JO. Il a un sacré palmarès, je ne vais pas l'énumérer ici parce que ça va être long. Et en fait, on a décidé de suivre un peu ce parcours sportif en partant des montagnes jusqu'à l'océan et de suivre le chemin de l'eau, du flocon jusqu'à la vague. Voilà, c'est un parcours qui a pour but de montrer l'interdépendance des environnements et de montrer que ce flocon qui arrive pur sur une montagne
quand il arrive au niveau de l'océan, généralement, il est chargé de bactéries et il est pollué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, c'est le passage des villes. Oui. Ça peut être également des terres agricoles qui retiennent plus grand-chose dans les sols et ça part dans les rivières. Et donc, en fait, tout est interconnecté. Donc, voilà, le but, c'était, lui, il glisse sur la neige, moi, je glisse sur l'eau au niveau des vagues. Et le but, c'était d'essayer de joindre un peu nos expériences. Et donc, c'est également quelque chose où on partage nos expériences. Lui m'apporte le côté montagnard, moi, le côté plutôt océanique. Et on fait une aventure géographique et naturelle et humaine et tout ça. Donc, la dimension poétique, quand même, de suivre ce flocon qui va devenir ensuite une goutte d'eau et aller à l'océan, mais aussi cette dimension un peu environnementale, alors. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis après, voilà, généralement, on laisse la parole pour les constats à des gens qu'on rencontre qui vivent vraiment tous les jours, que ce soit en montagne ou sur le bord des rivières ou au niveau de l'océan. Nous, on a décidé de jamais avoir un discours moralisateur, parce que déjà, on n'est pas très bien placé forcément pour le faire, ou légitime. Mais par contre, c'est les gens qu'on rencontre, que ce soit... Voilà, au Chili, par exemple, les Mapuches qui vivent des ressources naturelles de l'océan, ou en Alaska, les peuples Inupiat ou comme ça. Donc, on a rencontré pas mal de personnes qui ont pu nous faire des témoignages assez poignants sur les changements, la fonte des glaciers. Bon, c'est beaucoup de choses qu'on connaît déjà, mais après, il y a des choses qu'on ne connaît pas parce que c'est invisible. Cette série documentaire, donc Odyssea, premier numéro, c'était quoi alors le trajet que vous avez suivi? C'était en Alaska, en partant des glaciers de Glacier Bay jusqu'au golfe d'Alaska. Oui. On a mis 6 semaines, je crois, pour faire la totalité du parcours. C'était assez lourd logistique parce que là, on est vraiment dans les glaciers, vraiment perdus. Et après, voilà, l'Alaska est un pays très grand, donc c'était assez compliqué. Alors, deuxième voyage, là, vous étiez plutôt dans l'hémisphère sud, dans les Andes. Voilà, on a fait les 2 pointes de l'Amérique, on a fait le nord complètement, et puis l'année d'après, on est parti dans le sud. Oui. Donc là, on est parti des Andes, qui sont quand même une chaîne de montagnes magnifique qui borde l'océan Pacifique, et on a grimpé le volcan Osorno, qui est un stratovolcan qui est vraiment majestueux dans la région des lacs, au port de la Patagonie chilienne. Et on est parti donc jusqu'à l'île de Chiloé, voilà, où se mélangent vraiment les légendes, les croyances et l'univers très océanique du peuple mapuche. Et troisième numéro, que l'on va découvrir d'ailleurs sur Ushuaïa TV ce mois-ci, dans le cadre du mois des aventuriers. Première diffusion, c'est un inédit. Et là, vous êtes allé un petit peu moins loin. Vous êtes resté dans les Pyrénées. Voilà, tout à fait. Le nom du film, c'est ça, c'est Odyssea, retour aux sources. C'était important avec Mathieu de revenir chez nous pour montrer plusieurs choses, pour montrer que déjà on a des terrains de jeu magnifiques chez nous et qu'on n'est pas forcément obligé d'aller très loin pour vivre l'aventure. Là, en France, il fallait vraiment trouver quelque chose pour créer l'aventure, il fallait réfléchir et puis voilà, montrer aux jeunes que n'importe qui peut construire un radeau, peut descendre la montagne qu'il y a derrière et ça dépend juste de la capacité à entreprendre qu'on a. Et les réseaux sociaux, est-ce que vous les utilisez aussi pour communiquer? C'est assez paradoxal parce que c'est quelque chose que j'aurais tendance aussi à critiquer, mais c'est un moyen de liberté, c'est gratuit, c'est instantané. Alors j'interconnecte avec des gens qui me suivent et avec qui voilà, je réponds souvent aux messages qu'on m'envoie. Mais c'est vrai qu'il y a une façon d'apprendre à se servir des réseaux sociaux, comme d'ailleurs il y a une façon d'apprendre à surfer, car on peut surfer responsable sur Internet, hein, j'entends, on n'est pas tous sur des vagues comme vous. Eh bien c'est justement le sujet de notre tuto du jour. En moyenne, nous passons chaque jour plus de 4h30 à naviguer sur Internet. Et oui, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Et la plupart de nos faits et gestes font l'objet d'une attention très particulière des fournisseurs de services divers et variés qui veulent en savoir le plus possible sur nous. Objectif: mieux nous connaître pour aider des marques à mieux nous cibler. Au passage, nous avons besoin de trouver des informations en ligne, nous utilisons donc aussi très fréquemment notre moteur de recherche préféré, et nous avons presque tous le même. D'ailleurs, lui aussi aime bien tout savoir de nous. Enfin, surfer sur la toile a un impact écologique non négligeable, mais qui ne se voit pas à l'œil nu. Pour limiter notre impact lorsque nous surfons sur le web, il y a 2 règles d'or: ne pas trop stocker d'emails et envoyer des courriels avec parcimonie. Supprimez vos emails régulièrement. Les conserver dans la corbeille est un stockage inutile et donc de l'énergie mobilisée pour rien. Dans le même objectif de sobriété, évitez d'envoyer des courriels inutiles et limitez autant que possible le poids des pièces jointes que vous envoyez. Elles sont elles aussi énergivores. Presque chaque fois que nous allons sur Internet, nous passons par un moteur de recherche.
Reconnaissons-le, parfois nous ne prenons même pas la peine de saisir l'adresse du site, on passe là aussi par un moteur de recherche. Et chaque fois ce sont des données qui sont récupérées par le fournisseur de ce service, ou plutôt presque chaque fois, puisque le moteur de recherche Quant fait la promesse de ne garder aucune donnée de navigation. Ce moteur de recherche Made in France joue donc la carte de l'éthique. Sur ce même thème, certaines startups proposent de donner du sens à vos recherches en ligne. C'est le cas notamment de Lilo qui vous propose de reverser une partie des revenus générés par la publicité lorsque vous effectuez une requête à des projets sociaux ou environnementaux de votre choix. Dans la même veine, le moteur de recherche Ecosia reverse une partie de ses bénéfices à des projets de reforestation. Ainsi, lorsque vous effectuez des requêtes en ligne, vous plantez des arbres. Et maintenant, à vous de jouer. Eh bien voilà, comme quoi on peut surfer sur Internet de façon responsable. Et vous, Damien, vous êtes aussi un aventurier responsable et vous avez choisi, par exemple, d'associer votre image à une marque de vêtements éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font, en fait ? C'est une marque française déjà, c'était important pour moi de bosser avec des Français, des jeunes qui ont mon âge, donc il y a une vraie relation qui s'est créée et ils ont développé une marque de vêtements qui est basée sur le recyclage des produits, qui est basée sur l'utilisation de produits comme le coton bio. Et là, ils sont en train de développer des combinaisons de surf en EVA naturel, sans solvant. Donc c'est vraiment, ils ont mis l'accent là-dessus avec une vraie démarche durable pour l'environnement. Oui, parce que le surf, parfois, est un petit peu pointé du doigt. On dit que c'est un sport proche de la nature, mais que ce soit les planches ou les combinaisons, elles sont faites à partir de pétrole et elles sont difficilement recyclables. Vous avez trouvé finalement une solution qui vous plaisait. Oui, c'est sûr que ça va plus en adéquation avec ma démarche. On peut même pousser la chose avec des planches maintenant qui sont fabriquées avec de la fibre de lin, avec des résines biosourcées, pardon. Il y a même des planches en liège maintenant. Donc c'est en train d'évoluer. C'est un peu comme les technologies utilisées par Corentin de Châtel-Perron, je crois que vous avez reçu il y a quelques semaines. Et voilà, c'est le même principe. On est en train, la recherche évolue et c'est vrai que jusqu'à présent, les planches et les combinaisons étaient issues du pétrole et c'est pas ce qu'il y avait de mieux en termes de développement durable. Bon, et Damien, en 2018, vous êtes devenu membre de la Société des explorateurs français. Vous êtes un des rares surfeurs à en faire partie. Un honneur, j'imagine, mais qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter? Vous en attendez quoi? Ouais, déjà, c'est vrai que c'est une grande joie de pouvoir mettre son nom, surtout en tant que surfeur, dans cette grande liste d'aventuriers, d'explorateurs. C'est un peu l'appartenance à une famille qui a des valeurs un peu... Aujourd'hui, qui ont l'air dépassées, c'est prendre le temps, voyager en prenant le temps, la lenteur, le côté scientifique, le côté poétique, la littérature, le sport, le journalisme, ça regroupe beaucoup de choses. Mais tous ces gens, ils ont la même passion du voyage, de la découverte, et c'est surtout des gens très curieux qui n'ont pas oublié de rêver. Damien, qu'est-ce que vous m'avez ramené comme objets qui sont importants pour vous? D'abord, le journal de bord. Oui. Obligatoire. Parce que vous aimez les mots, vous aimez écrire. Ouais, et puis le journal, il a un rôle divers, c'est-à-dire que déjà, il permet d'intensifier l'observation pendant le voyage et d'agencer un peu les idées, donc c'est un peu une discipline qu'on se met quand on sait qu'on a son voyage à écrire et à faire le récit tous les soirs. C'est vrai qu'on est attentif aux subtilités de tout ce qu'on vit. Donc ça, c'est le premier truc qui est fondamental. Et ça, c'est ce qui va avec, c'est les livres qui m'accompagnent partout. Et le dernier, c'est plus symbolique, c'est une couronne d'Amanjano, qui était un chef homme-fleur, qui est un chef homme-fleur, donc de la tribu des Mentawai. C'est l'archipel des Mentawai qui se trouve en Indonésie, en face des îles de Sumatra. Et c'est un peuple qui vit dans la forêt et... Ils ont une certaine coquetterie, ils se mettent des fleurs partout, ils ont des couronnes de perles. Merci Damien. Alors, votre coup de cœur et votre coup de griffe, c'est tout de suite avant de retrouver votre Pays Basque. Et puis, on vous souhaite un bon surf et de bonnes prochaines aventures. Merci d'avoir été là avec nous. Merci de m'avoir reçu. Coucharté, adio. Donc, mon coup de cœur va pour l'association Du Flocon à la Vague, qui lutte depuis 10 ans à la protection de l'eau sous toutes ses formes, depuis la neige des montagnes jusqu'aux océans, en passant par la pollution des rivières. À travers différents projets sportifs et pédagogiques. Et mon coup de griffe va pour la loi de Trump de 2017
qui autorise la chasse aux loups et aux ours jusque dans leur tanière. Donc voilà, ces pauvres animaux n'ont plus la trêve de l'hiver et c'est assez symptomatique de la folie actuelle.